Henriette Amakwame, un bon exemple à suivre. Cette femme autonome a reçu le prix national de l'excellence 2016 pour la valorisation des compétences féminines. Le scoutisme, célébré dans le monde entier, cette méthode d'éducation civique a 110 ans aujourd'hui. Enfin, 22 février 1974, le Pakistan reconnaît l'indépendance de son ancienne province orientale, devenue le Bangladesh. Bienvenue, bonsoir à tous. Ces activités agricoles dans la région de Beke lui ont permis de devenir un modèle d'autonomie. Et en 2016, Henriette Amakwame a vu ses efforts récompensés. Elle a reçu le prix national de l'excellence. Quel est son parcours? Comment son business a-t-il fructifié? A-t-elle connu des difficultés? Walter Amadou Ouattara de RTI Bouaké l'a rencontré récemment. Marché du quartier Koko de Bouaké. Des femmes organisées mènent leurs différentes activités commerciales. Le manioc séché est au centre des échanges. Une denrée alimentaire bien exploitée par la FADEREV Côte d'Ivoire, une fédération de femmes qui luttent pour leur autonomisation financière. Ce sont des femmes qui cultivent le manioc. Avec cette activité, on arrive à nourrir notre famille. Là, le sac est 11 000. Actuellement, là, ça va un peu, mais dans le temps depuis là, on ne bénéficie pas. Souvent, 1000 francs c'est les sacs. Pour mieux faire aujourd'hui, on a besoin d'une voiture. Après l'achat du manioc sec, sa transformation en poudre. Un processus qui fait bénéficier tous les acteurs intervenants dans cette chaîne. Quand elles viennent, on fait par sac. On fait ça à 900. Dans le mois, on peut piler des centaines de sacs. Du moulin au conditionnement final via le traitement, un travail minutieux impliquant l'aide des jeunes hommes qui sont également rémunérés. On fait les reconditionnements ici en 25 kg. On fait souvent 2 tonnes par jour. Souvent on emploie 10 femmes pour tamiser. C'est un peu difficile parce que tout est presque manuel. Parce que les femmes tamisent, nous-mêmes on coupe à la main, on fait les sacheries, toutes les femmes là. On les paye par jour. Pour Henriette Amakwame, initiatrice de ce projet, par ailleurs présidente de la FADEREV Côte d'Ivoire, la femme doit se prendre en charge. Quand on fait champ de manioc, vraiment c'est difficile pour avoir de la clientèle. Heureusement, avec le projet qu'on a reçu avec l'Union africaine, lorsque les gens viennent acheter le poisson et on nous demande qu'est-ce qu'on peut prendre pour assaisonner le poisson. Et c'est ce qui m'a permis à commencer à faire le piment et le soumra. Et le manioc sec, j'ai eu le marché avec un monsieur qui est au Canada. L'engagement et le leadership de cette battante lui valent aujourd'hui des lauriers. Entre autres, femme modèle de l'ONG CARE International, prix national de l'excellence. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors j'invite mes sœurs de se mettre au travail. Après le projet de chambre froide, financé par l'Union africaine, cette brave femme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son prochain challenge, réaliser une unité moderne de transformation du vivrier. Le 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme. Ce mouvement, créé en 1907 par un militaire britannique, Lord Robert Baden-Powell, a pour objectif de faire grandir les jeunes en leur faisant découvrir la nature, la vie en communauté, le respect et le partage. Et depuis, le scoutisme a fait du chemin et continue de faire vibrer la jeunesse dans le monde entier. Une toute autre information, les 13 communes du district d'Abidjan prennent aujourd'hui l'engagement de travailler à l'éradication du VIH-Sida. Leurs représentants ont participé récemment à un atelier. Il s'agit d'élaborer des stratégies plus efficaces pour mettre fin à cette pandémie d'ici à 2030. Des maires pour l'accélération de la riposte au sida, les 13 communes du district autonome d'Abidjan s'engagent à mettre fin à cette pandémie d'ici à 2030. Il s'agit aujourd'hui de donner d'autres outils aux différents acteurs qui luttent contre le sida et qui sont sur le terrain pour aider les populations. Pour nous, c'est le lieu de faire l'évaluation et de voir les perspectives, qu'est-ce qui reste à faire au niveau des différentes communes signataires de cette déclaration pour que le sida soit effectivement bouté hors de notre pays.
Cet engagement bénéficie d'un appui technique de l'ONU-SIDA à travers un plan opérationnel qui vise à créer une synergie d'action entre les acteurs communautaires et sanitaires. La prévalence dans la population générale en Côte d'Ivoire est de 3,7%. Mais dans la seule métropole d'Abidjan, la prévalence est très élevée. L'atteinte de ces objectifs intermédiaires permettrait d'avoir un peu plus d'assurance pour atteindre ces objectifs de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici à 2030. Au terme de cette rencontre, il s'agira de formuler pour de meilleurs résultats des recommandations afin d'accélérer la mise en œuvre de l'initiative Ville et VIH en Côte d'Ivoire. Un plan d'action qui vise à sensibiliser et à améliorer les conditions de vie des populations et des personnes vulnérables au VIH-Sida, que sont les femmes, les enfants et les professionnels du sexe. C'était un reportage de Sita Soro. Direction à présent la région nord du pays. Comment mettre fin au conflit agriculteurs-éleveurs dans cette zone? Une structure vient d'être mise en place à Cinématiali dans le Poro. Elle aura pour mission de gérer les cas qui se présentent à elle. À noter que c'est une initiative de la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire. Soro Corona et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Les conflits éleveurs-agriculteurs ont connu une recrudescence ces 10 dernières années, principalement au nord de la Côte d'Ivoire. Destruction de champs, de pâturages, de campements avec perte en vie humaine. Le département de Cinématiali dans la région du Poro n'est pas épargné par les litiges. À Cinématiali, la situation est particulière. Les éleveurs et propriétaires de bovins sont en majorité des agriculteurs. Pour mettre fin à ces conflits et surtout organiser la filière bovine, la Fédération nationale de producteurs de bovins de Côte d'Ivoire sillonne les zones de production. À travers cette tournée nationale, la Fédération veut contribuer à la modernisation et à la professionnalisation du secteur pour une production de qualité et de quantité. Pour faciliter le règlement des conflits, une section de la Fédération nationale de producteurs de bovins de Côte d'Ivoire a été installée. Les membres de cette section se sont engagés à développer la production bovine tout en préservant la paix sociale. Depuis 2014, le ministère de la Production animale et des Ressources halieutiques intensifie les efforts pour combler le déficit en protéines animales. Pour des besoins estimés à plus de 300 000 tonnes par an, la production annuelle de la Côte d'Ivoire en bovin est de 40 000 tonnes. Pour combler ce déficit, le pays est obligé de se tourner vers les pays sahéliens. Bouaké, dans la région de Bouaké, le tronçon de la nationale A3 sera aménagé en 2 fois 2 voies avec un terre-plein d'ici la fin 2017. Il s'agit surtout de mettre fin à la circulation anarchique d'un côté à l'autre de la route. Ce projet est financé par la Banque mondiale. Les explications de Walter Amadou Ouattara de RTI Bouaké. Bouaké, capitale de la région de Bouaké, va connaître des changements au niveau de ses infrastructures routières dans les mois à venir. Aménagement de la nationale A3 allant du corridor sud au nord, bitumage de la route principale du quartier Tolakwa-Diokro et réalisation d'une aire de repos au corridor nord. Des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires PIDUCAS à Bouaké. Un projet qui bénéficie du partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Il a été présenté au cours d'une rencontre d'information avec la population. Le cabinet Terabo est chargé d'effectuer les études techniques et environnementales du dit projet. Ce qu'il faut retenir, il y aura des impacts en termes de déplacement, en termes de nuisances sur les populations, notamment celles qui sont installées le long des emprises du projet. Nous allons procéder au recensement des personnes qui sont installées dans l'emprise pour pouvoir prendre les mesures idoines ou les mesures d'accompagnement. Le projet a été obtenu grâce aux efforts de la municipalité, d'où l'appel du premier magistrat à soutenir l'initiative. Nous allons passer d'une emprise de 20 mètres à 36 mètres. Je suis très heureuse d'apprendre que ce projet va jusqu'à Nguessankro. Et tout ce que je peux demander, c'est de dire à mes parents d'être très réceptifs. Le préfet de Bouaké exhorte les populations à s'approprier le dit projet. À l'endroit des jeunes, il leur demande de cultiver l'esprit civique et citoyen pour le développement de Bouaké. Les travaux débuteront fin 2017.
Outre Bouaké, la ville de San Pedro est concernée par le projet PIDUCAS. Des nouvelles sportives à présent avec cette crise que vit la Fédération ivoirienne des sports paralympiques. Que se passe-t-il? Les présidents des différents clubs ont organisé un point presse. Face aux agissements du docteur Koné Adama, ex-membre de la commission médicale, aujourd'hui se réclamant à la tête de la Fédération ivoirienne des sports paralympiques, les présidents des clubs régulièrement affiliés à l'instance fédérale sont montés au créneau à travers un point de presse pour dénoncer cette attitude visant à créer un bicéphalisme au sein de cette fédération. Le président Trazier Serge Pacom est bel et bien en place. Les clubs que nous représentons ici n'ont jamais convoqué d'AG pour demander la destitution du président de la fédération et élire un autre président à la place du président Trazier Serge Pacom, que nous avons élu en décembre 2015 et dont le mandat court jusqu'en 2019. Paroles des mandants ne resteront pas impunis au regard de ces comportements antilégalistes qui visent à semer le trouble et la confusion dans l'esprit de la population ainsi que des acteurs du sport pour personnes handicapées. Koné Adama et de ses complices qui bientôt devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes de notre pays. Situation qui ne laisse pas indifférent Koné Adama, triple champion, par ailleurs l'athlète paralympique le plus titré au monde. Vraiment c'est honteux parce que nous avons créé cette fédération dans le but d'aider les personnes handicapées. Et aujourd'hui je constate que c'est eux-mêmes qui créent Zigzani, c'est les personnes handicapées. Pour rappel, les 8 clubs affiliés à la fédération ont pris part à cette réunion pour rétablir la vérité sur cette supposée élection de Koné Adama. Un reportage de Arsène Kouassi du service sport. Enfin, 22 février 1974, le Pakistan reconnaît l'indépendance de son ancienne province orientale, le Bangladesh. Comment s'est déroulé ce long processus de reconnaissance? Comment se développe alors plus tard le Bangladesh? Les explications de Franck Quadio. 22 février 1974, 2 semaines après le déclenchement d'un conflit opposant le Pakistan et l'Inde, le Bangladesh, connu auparavant sous le nom de Pakistan oriental, devient officiellement un pays indépendant. Lors de sa création en 1947, le Pakistan est divisé en 2 parties, une occidentale et une orientale, éloignées par plus d'1 millier de kilomètres. Un mouvement autonomiste se développe dans la partie orientale, revendiquant un partage plus équitable des pouvoirs. Devant l'absence de résultats, les élus de la Ligue Ahmadi, qui ont remporté un succès éclatant lors des élections de décembre 1970, décident, le 26 mars 1971, de proclamer l'indépendance du Pakistan oriental, le Bangladesh. Le Pakistan refuse de reconnaître cette décision et exerce une forte répression sur ses auteurs. Des milliers de réfugiés quittent le Pakistan oriental pour l'Inde, ennemi traditionnel du Pakistan. Une guerre éclate entre les 2 pays au mois de décembre. L'appui que les belligérants ont des grandes puissances crée un climat de tension sur la scène internationale. Un cessez-le-feu survient le 17 décembre et la République du Pakistan devient officiellement indépendante. Mujibur Rahman de la Ligue Ahmadi sera à la tête du pays jusqu'à son renversement en 1975. Mais avant, le 22 février 1974, le Pakistan reconnaît l'indépendance de son ancienne province orientale, devenue le Bangladesh. Voilà, merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes RTI2.